La paire de chaussures. Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas, et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles habitaient une belle boîte en carton où elles étaient roulées dans du papier de soie. Elles s'y trouvaient parfaitement heureuses et elles espéraient bien que cela durerait toujours. Mais voilà qu'un beau matin, une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les essayer à une dame. La dame les mit, fit quelques pas avec, puis voyant qu'elles lui allaient bien, elle dit « Je les achète. » « Faut-il vous les envelopper ?» demanda la vendeuse. « Inutile, dit la dame, je rentre avec. » Elle paya et sortit avec les chaussures neuves aux pieds. C'est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent toute une journée sans se voir l'un l'autre. Le soir seulement, ils se retrouvèrent dans un placard obscur. « C'est toi, Tina ?»« Oui, c'est moi. »« Nicolas !»« Ah, quel bonheur, je te croyais perdu. »« Moi aussi. Mais où étais-tu ?»« Moi, j'étais au pied droit. »« Moi, j'étais au pied gauche. »« Je comprends tout, dit Nicolas. Toutes les fois que tu étais en avant, moi, j'étais en arrière. Et lorsque tu étais en arrière, moi, j'étais en avant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir. »« Et cette vie-là va recommencer chaque jour ?» demanda Tina. « Je le crains. »« Mais c'est affreux, rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas. Je ne pourrai jamais m'y habituer. »« Écoute, dit Nicolas, j'ai une idée. Puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche, eh bien, chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour. D'accord ? D'accord. Ainsi fit Nicolas, de sorte que tout au long du jour suivant, la dame qui portait les chaussures ne pouvait plus faire 3 pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche. Et plaf, à chaque fois, elle s'étalait par terre. Très inquiète, elle alla le jour même consulter un médecin. « Docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Je me fais des croche-pieds à moi-même. » « Des croche-pieds à vous-même ? » ?»« Oui, docteur, à chaque pas que je fais, ou presque, mon pied droit accroche mon talon gauche, et cela me fait tomber. » C'est très grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper le pied droit. Tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 10 000 francs de médicaments. Donnez-moi 2 000 francs pour la consultation et revenez me voir demain. Le soir même, dans le placard, Tina demandait à Nicolas. « Tu as entendu ce qu'a dit le docteur ?»« Oui, j'ai entendu. »« Mais c'est affreux, si on coupe le pied droit de la dame, elle te jettera et nous serons séparés pour toujours. Il nous faut faire quelque chose. »« Oui, mais quoi ? Écoute, j'ai une idée. Puisque je suis à gauche, c'est moi demain qui ferai un petit écart à droite à chaque fois que j'avancerai. D'accord ? » D'accord. Ainsi fit-elle, de sorte que tout au long du 2e jour, c'était le pied gauche qui accrochait le talon droit. Et plaf ! La pauvre dame se retrouvait par terre. De plus en plus inquiète, elle retourna chez son médecin. « Oh, docteur,
Cela va de moins en moins. Maintenant, c'est mon pied gauche qui accroche mon talon droit. Oh oh, c'est de plus en plus grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper les 2 pieds. Tenez, voici une ordonnance, vous en avez pour 20 000 francs de médicaments. Donnez-moi 3 000 francs pour la consultation et surtout, n'oubliez pas de revenir me voir demain. Le soir même, Nicolas demandait à Tina. Tu as entendu ? J'ai entendu. Si l'on coupe les 2 pieds de la dame, qu'allons-nous devenir ? Je n'ose pas y penser. Et pourtant je t'aime, Tina. Moi aussi, Nicolas, je t'aime. Je voudrais jamais te quitter. Moi aussi, je le voudrais. Ils parlaient ainsi dans l'obscurité, sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait dans le couloir, en pantoufles, parce que les paroles du médecin l'empêchaient de dormir. En passant devant la porte du placard, elle entendit toute cette conversation, et comme elle était très intelligente, elle comprit tout. C'est donc ça, pensa-t-elle, ce n'est pas moi qui suis malade, ce sont mes chaussures qui s'aiment. Comme c'est gentil. Là-dessus, elle jeta à la boîte aux ordures les 30 000 francs de médicaments qu'elle avait achetés et le lendemain, elle dit à sa femme de ménage « Vous voyez cette paire de chaussures ? Je ne les mettrai plus, mais je veux les garder quand même. Alors, cirez-les bien, entretenez-les bien, qu'elles soient toujours brillantes et surtout, ne les séparez jamais l'une de l'autre. » Restée seule, la femme de ménage se dit « Madame est folle de garder ses chaussures sans les mettre. Dans une quinzaine de jours, quand Madame les aura oubliées, je les volerai. » 15 jours plus tard, elle les vola et se les mit aux pieds. Mais quand elle les eut mises, elle aussi commença à se faire des croche-pieds à elle-même. Un soir, dans l'escalier de service, comme elle descendait les ordures, Nicolas et Tina voulurent s'embrasser. Et badaboum, blang, bing, bing, la femme de ménage se retrouva assise sur un palier avec plein d'épluchures sur la tête et une pelure de pommes de terre qui pendait en spirale sur son front comme une boucle de cheveux. « Ces chaussures sont sorcières, pensa-t-elle. Je ne les mettrai plus. Je vais les donner à ma nièce qui est boiteuse. » C'est ce qu'elle fit. La nièce, qui était boiteuse, en effet, passait presque toute la journée assise sur une chaise, les pieds joints. Quand par hasard elle marchait, c'était si lentement qu'elle ne pouvait guère s'accrocher les pieds. Et les chaussures étaient heureuses, car même dans la journée, elles étaient le plus souvent côte à côte. Cela dura longtemps. Malheureusement, comme la nièce était boiteuse, elle usait d'un côté plus vite que de l'autre. Un soir, Tina dit à Nicolas « Je sens ma semelle qui devient fine, fine. Je vais bientôt être percée. »« Ne fais pas ça, dit Nicolas. Si on nous jette, nous allons être encore séparés. »« Je le sais bien, dit Tina. Mais que faire ? Je ne peux pas m'empêcher de vieillir. » Et en effet, 8 jours plus tard, sa semelle était trouée. La boiteuse acheta des chaussures neuves et jeta Nicolas et Tina dans la boîte à ordures. « Qu'allons-nous devenir ? demanda Nicolas. « Je ne sais pas, dit Tina, si seulement j'étais sûre de ne jamais te quitter. »« Approche-toi, dit Nicolas, et prends ma bride avec la tienne. De cette façon, nous ne serons pas séparés. » Ainsi firent-ils. Ensemble, ils furent jetés à la poubelle. Ensemble, ils furent emportés par le camion des éboueurs et abandonnés dans un terrain vague. Ils y restèrent ensemble jusqu'au jour où un petit garçon et une petite fille les y trouvèrent. « Oh, regarde les chaussures, elles sont bras dessus, bras dessous. »« C'est qu'elles sont mariées ensemble, dit la petite fille. »« Eh bien, dit le petit garçon, puisqu'elles sont mariées ensemble, elles vont faire leur voyage de noces. »
Le petit garçon prit les chaussures, les cloua côte à côte sur une planche, puis il porta la planche au bord de l'eau et la laissa descendre au fil du courant vers la mer. Pendant qu'elle s'éloignait, la petite fille agitait son mouchoir en criant « Adieu, chaussures, et bon voyage !» C'est ainsi que Nicolas et Tina, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent quand même un beau voyage de noces. Le géant aux chaussettes rouges. Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges. Il était haut comme 3 étages et vivait sous la terre. Un beau jour, il se dit « C'est ennuyeux de rester garçon. Je vais faire un tour là-haut et tâcher de me marier. » Sitôt dit, sitôt fait. Il fit un grand trou dans la terre au-dessus de sa tête, mais par malheur, au lieu de tomber en plein champ, il déboucha au milieu d'un village. Dans ce village, il y avait une jeune fille qui s'appelait Mireille et qui aimait beaucoup les œufs à la coque. Ce matin-là, elle était justement à table avec un œuf dans son coquetier et elle s'apprêtait à l'ouvrir avec une petite cuillère. Au premier coup de cuillère, la maison se mit à trembler. « Tiens, je suis donc devenue forte » pensa Mireille. Au second coup de cuillère, la maison se mit à bouger. « Si je continue comme ça, pensa-t-elle, je vais tout démolir, je ferai peut-être mieux de m'arrêter. » Mais comme elle avait faim et qu'elle aimait beaucoup les œufs à la coque, elle décida quand même de continuer. Au 3e coup qu'elle donna sur l'œuf, toute la maison sauta en l'air, comme un bouchon de champagne, et à la place sortie de terre, la tête du géant apparut. La jeune fille, elle aussi, fut projetée en l'air. Par bonheur, elle retomba dans les cheveux du géant, de sorte qu'elle ne se fit point de mal. Mais voilà qu'en se peignant avec ses doigts pour faire tomber les gravats de sa tête, le géant la sentit qui remuait. « Tiens, pensa-t-il, qu'est-ce que j'ai là? On dirait une bête. » Il attrapa la bête
et la regarda de près. « Qui es-tu, toi ?»« Je suis une jeune fille. »« Comment t'appelles-tu ?»« Mireille. »« Mireille, je t'aime, je voudrais t'épouser. » Pose-moi d'abord à terre et je te répondrai. » Le géant la posa par terre et Mireille s'enfuit à toutes jambes en criant « Ah !» « Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» se demanda le géant. Ce n'est pas une réponse. Cependant, il finissait de sortir de terre, il retapait son pantalon lorsque survinrent le maire du village et monsieur le curé. Ils étaient tous les deux très fâchés. « Qu'est-ce que c'est que ça ? En voilà des manières, sortir de terre comme ça au beau milieu d'une agglomération. Où vous croyez-vous donc ?»« Je m'excuse, répondit le géant. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. »« Et cette pauvre Mireille, dit le curé, sa maison qui est toute démolie. »« Oh, si ce n'est que ça, dit le géant, ce n'est pas grave, le bâtiment, c'est ma partie. » Et là-dessus, il prononça ces paroles magiques. « Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. » Et aussitôt, la maison redevint comme avant, avec ses murs, ses portes, ses fenêtres, ses meubles, ses poussières, même ses toiles d'araignée. L'œuf à la coque était de nouveau tout chaud dans son coquetier, prêt à être mangé. « C'est bien, dit le curé radouci. Je vois qu'au fond, vous n'êtes pas méchant. Maintenant, allez-vous-en. » « Une minute, dit le géant, j'ai quelque chose à vous demander. »« Quoi donc ?»« Je voudrais épouser Mireille. »« C'est impossible, dit le curé. »« Et pourquoi impossible ? Parce que vous êtes trop grand, vous ne pourriez pas entrer dans l'église. »« C'est vrai que l'église est bien petite, dit le géant. Et si je soufflais dedans pour l'agrandir un peu ? » Ah, ce serait de la triche, dit le curé. L'église doit rester comme elle est, c'est à vous de rapetisser. Mais je ne demande pas mieux. Comment faire pour rapetisser ? Il y eut un silence. Le maire et le curé se regardèrent. Écoutez, dit le curé, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Moi, pendant ce temps, je parlerai à Mireille. Revenez dans un an et elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'1 an. Et où habite-t-il, votre sorcier chinois ? En Chine. Merci. Et le géant se mit en route. Il lui fallut 3 mois pour arriver en Chine et encore 3 mois pour trouver le sorcier. Pendant ce temps, il apprenait la langue chinoise. Une fois devant la maison du sorcier, il frappa à la porte. Le sorcier vint ouvrir et le géant lui dit « Yong ce qui en chinois signifie « C'est bien vous le grand sorcier ?» À quoi le sorcier répondit sur un ton légèrement différent « ce qui veut dire « Oui, c'est moi. » Et alors ? Le chinois, c'est comme ça. On peut tout dire avec une seule phrase, il suffit de changer l'intonation. « Je voudrais rapetisser, » dit le géant, toujours en chinois. « C'est bon, » dit le chinois, en chinois également. « Attendez 1 minute. » Il rentra, puis revint avec un verre de potion magique. Mais le verre était trop petit, le géant ne le voyait même pas. Alors le sorcier disparut de nouveau, puis revint avec une bouteille. Mais la bouteille était trop petite, le géant ne pouvait pas la saisir. Le sorcier eut alors une idée. Il roula hors de la maison le grand tonneau de potions magiques, puis il le mit debout et en fit sauter l'un des fonds. Le géant but dans le tonneau comme nous dans un verre. Quand il eut bu, il attendit. Or, non seulement il garda la même taille, mais ses chaussettes, de rouge qu'elles étaient, devinrent vertes. Le grand sorcier chinois s'était tout simplement trompé de potion. Alors le géant entra dans une grande colère
et se mit à crier très fort. Ce qui veut dire « Est-ce que tu te moques de moi ?» Le Chinois s'excusa et revint avec un deuxième tonneau que le géant but et ses chaussettes devinrent rouges, comme avant. « Et maintenant, fais-moi rapetisser, dit le géant au Chinois, toujours en chinois. « Je regrette, dit le Chinois, mais je n'ai plus de potion. »« Mais alors, comment je vais faire ?» s'écria le géant d'un ton désespéré. « Écoutez, dit le Chinois, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier breton. »« Et où habite-t-il, votre sorcier breton ?»« En Bretagne. » Alors le géant s'éloigna en disant « ce qui veut dire « merci ». Et le Chinois le regarda partir en répondant « ce qui veut dire « pas de quoi, bon voyage ». 3 mois plus tard, le géant arrivait en Bretagne. Il lui fallut 1 mois encore pour trouver le sorcier breton. « Que voulez-vous » demanda le sorcier. Le géant répondit « Pardon, excusez-moi, dit le géant, je me croyais encore en Chine. Je voulais dire, pourriez-vous me faire rapetisser ?» C'est très facile, dit le sorcier breton. Il rentra chez lui, puis ressortit avec un tonneau de potions magiques. Tenez, buvez. Le géant but, mais au lieu de rapetisser, il se mit à grandir et fut bientôt 2 fois plus gros qu'avant. Et plus grand qu'avant. Oh, pardon, dit le sorcier, je me suis trompé de tonneau, ne bougez pas une minute. Il disparut, puis il revint avec un second tonneau. Tenez, buvez, dit-il. Le géant but, et, en effet, il revint à sa taille ordinaire. Cela ne suffit pas, dit-il, je dois devenir aussi petit qu'un homme. Ah, ça, c'est impossible, dit le sorcier. Je n'ai plus de potions. Revenez dans 6 mois. Mais je ne peux pas, dit le géant. D'ici 2 mois, je dois rejoindre ma fiancée. Et là-dessus, il se mit à pleurer. Écoutez, dit le sorcier, vous m'êtes sympathique. Et d'ailleurs, tout cela, c'est ma faute. Aussi, je vais vous donner un bon conseil. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. Et où habite-t-il ce pape de Rome? À Rome. Merci beaucoup. 1 mois plus tard, le géant arrivait à Rome. Il lui fallut encore 15 jours pour trouver la maison du pape. Une fois qu'il l'eut trouvée, il sonna à la porte. Au bout de quelques secondes, le pape vint ouvrir. « Monsieur, vous désirez ?»« Je veux, dit le géant, devenir aussi petit qu'un homme. Mais je ne suis pas sorcier. Pitié, monsieur le pape, ma fiancée m'attend dans 15 jours. Eh bien alors, si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. » En entendant ces mots, le pape fut tout ému. « Comme c'est touchant, dit-il. Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique. Je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. » Le pape rentra chez lui, décrocha le téléphone et composa sur le cadran les 3 lettres S, V, M. Vous le savez peut-être, quand on fait S, V, P, on obtient les renseignements. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on fait SVM, on obtient la Sainte Vierge Marie. Si vous ne me croyez pas, profitez donc d'un jour où vos parents seront sortis et essayez. Et en effet, au bout de quelques instants, une petite voix se fit entendre. « Allô, ici la Sainte Vierge. Qui est à l'appareil ? » ?»« C'est moi, le pape de Rome. »« C'est vous ? Ah, quel plaisir ! Et qu'est-ce que vous voulez ? » ?»«
Eh bien, voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme pour se marier, à ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'a pas des chaussettes rouges, votre géant? Si, Sainte Vierge, comment le savez-vous? Eh bien voilà, je le sais. Vraiment, Sainte Vierge, vous êtes formidable. Merci, merci. Eh bien, dites-lui à votre géant qu'il donne ses chaussettes au blanchisseur et qu'il aille se tremper les 2 pieds dans la mer en invoquant mon nom. Il verra bien ce qui lui arrivera. Merci, Sainte Vierge. Ce n'est pas tout. Comme je prévois qu'il aura des ennuis, dites-lui qu'ensuite il pourra faire 3 vœux qui seront exaucés sur le champ. Mais attention, 3 vœux, pas plus. Je lui dirai. Et le pape répéta au géant ce que lui avait dit la Sainte Vierge. Le jour même, le géant donna ses chaussettes au blanchisseur, puis il alla jusqu'au bord de la mer. Il trempa ses pieds nus dans l'eau bleue et se mit à crier « Marie, Marie, Marie !» Plouf! Aussitôt, il perdit pied. Il était devenu aussi petit qu'un homme. Il revint à la nage, se sécha au soleil et retourna chez le blanchisseur. « Bonjour, monsieur, je viens chercher mes chaussettes rouges. »« Mais je n'ai pas de chaussettes rouges. »« Mais si, la paire de chaussettes rouges de 3 mètres de long. »« Vous voulez dire les 2 sacs de couchage. »« Mais ce sont des chaussettes, je vous dis. »« Écoutez, dit le blanchisseur, appelez ça comme vous voudrez, mais moi, quand je vois une chaussette dans laquelle je peux entrer tout entier, j'appelle ça un sac de couchage. » Eh bien, donnez-les-moi. Mais quand il voulut mettre ses chaussettes, le pauvre homme s'aperçut qu'elles lui venaient plus haut que la tête. Il se mit à pleurer. « Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis plus géant et sans mes chaussettes rouges, je ne suis plus rien du tout. Si seulement elles pouvaient se réduire à ma taille. » Il n'avait pas plutôt dit ça que ses chaussettes rapetissaient elles aussi et qu'il pouvait les mettre. C'était son premier vœu qui se réalisait. Tout heureux, il se rechaussa et en remerciant la Sainte Vierge, après quoi il songea à s'en retourner. Mais comme il n'était plus géant, il ne pouvait plus revenir à pied au village de Mireille. Et d'autre part, il n'avait pas d'argent pour prendre le train. De nouveau, il fondit en larmes. Hélas, je n'ai plus que 15 jours pour retrouver ma fiancée. Si je pouvais être près d'elle. Il n'avait pas plus tôt dit ça qu'il se trouvait dans la salle à manger de Mireille au moment précis où cette dernière entamait un œuf à la coque. Dès qu'elle le vit, elle lui sauta au cou. « Monsieur le curé m'a expliqué, lui dit-elle. Je sais tout ce que tu as fait pour moi et aujourd'hui, je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. »« Dans 6 mois seulement, demanda l'homme aux chaussettes rouges. Mais il pensa soudain qu'il lui restait un 3e vœu à faire et il dit à haute voix « Que ce soit le jour de la noce. » Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il sortait de l'église en chaussettes rouges et en bel habit noir, avec Mireille à son côté, toute vêtue de blanc. Depuis ce jour, ils vivent heureux. Ils ont beaucoup d'enfants et lui, le père, gagne des sous pour toute la famille à construire des maisons, ce qui lui est facile par la vertu de ses chaussettes rouges.
La sorcière du placard au balai. C'est moi, monsieur Pierre, qui parle, et c'est à moi qu'est arrivée l'histoire. Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de 5 nouveaux francs. Je me dis, chouette, je suis riche, je vais pouvoir m'acheter une maison. Et je cours aussitôt chez le notaire. Bonjour, monsieur le notaire, vous n'auriez pas une maison dans les 500 francs 500 francs comment? Ancien ou nouveau? Ancien, naturellement. Ah non, me dit le notaire, je suis désolé, j'ai des maisons à 2 millions, 5 millions, à 10 millions, mais pas à 500 francs. Moi, j'insiste quand même. Vraiment? En cherchant bien, voyons, pas même une toute petite? À ce moment, le notaire se frappe le front. Mais si, j'y pense. Attendez un peu. Il fouille dans ses tiroirs et en tire un dossier. Tenez, voici une petite villa située sur la grande rue avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Combien? 3 francs 50. Avec les frais, cela fera 5 nouveaux francs exactement. C'est bon, j'achète. Je pose fièrement sur le bureau ma pièce de 100 nouveaux sous. Le notaire la prend et me tend le contrat. Tenez, signez ici. Et là, vos initiales. Et là encore. Et là aussi. Je signe et je lui rends le papier en lui disant « Ça va ?» Comme ça, il me répond « Parfait !» Je le regarde intrigué. De quoi riez-vous? De rien, de rien. Je n'aimais pas beaucoup ce rire. C'était un petit rire nerveux, celui de quelqu'un qui vient de vous jouer un méchant tour. Je demande encore. Enfin quoi, cette maison, elle existe? Certainement. Elle est solide au moins. Elle ne va pas me tomber sur la tête. Oh, certainement non. Alors, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Mais rien, je vous dis. D'ailleurs, voici la clé. Vous irez voir vous-même. Bonne chance. Je prends la clé, je sors et je vais visiter la maison. C'était, ma foi, une fort jolie petite maison, coquette, bien exposée, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. La visite une fois terminée, je me dis, si j'allais saluer mes nouveaux voisins. Allez, en route, je vais frapper chez mon voisin de gauche. Bonjour, voisin, je suis votre voisin de droite. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Là-dessus, je vois le bonhomme qui devient tout pâle. Il me regarde d'un air horrifié et pan, sans une parole, il me claque la porte au nez. Moi, sans malice, je me dis « Tiens, quel original !» Et je vais frapper chez ma voisine de droite. Bonjour, voisine, je suis votre voisin de gauche. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Là-dessus, je vois la vieille qui joint les mains, me regarde avec infiniment de compassion et se met à gémir. « Eh là, mon pauvre monsieur, vous avez bien du malheur, c'était pas une misère, un gentil petit jeune homme comme vous. Enfin, peut-être bien que vous vous en sortirez. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit, et tant qu'on a la santé. » Moi, d'entendre ça, je commence à m'inquiéter. Mais enfin, chère madame, pouvez-vous m'expliquer à la fin toutes les personnes à qui je parle de cette maison? Mais la vieille m'interrompt aussitôt. « Excusez-moi, mon bon monsieur, mais j'ai mon rôti au four. Faut que j'aille voir si je veux point qu'il grâle. » Et pan! Elle me claque la porte au nez, elle aussi. Cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire et je lui dis « Maintenant, vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison, que je m'amuse avec vous. Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête. » Et en disant ces mots, j'attrape le gros cendrier de verre. Cette fois, le type ne rit plus. « Eh là, doucement, calmez-vous, cher monsieur.
Posez ça là, asseyez-vous. Parlez d'abord. Mais oui, 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 je vais parler. Après tout, maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire. La maison est hantée. Hantée? Hantée par qui? Par la sorcière du placard au balai. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Non, si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter la maison, et moi je voulais la vendre. Finissez de rire ou je vous casse la tête. C'est bon, c'est bon. Mais dites-moi donc, j'y pense, je l'ai visité ce placard au balai, il y a un quart d'heure à peine. Je n'ai pas vu de sorcière? Ah, c'est qu'elle n'y est pas dans la journée, elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Oh, elle se tient tranquille, elle ne fait pas de bruit, elle reste là, bien sage, dans son placard. Seulement, attention, si vous avez le malheur de chanter sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière, à ce moment-là, elle sort, et c'est tant pis pour vous. Moi, en entendant ça, je me relève d'un bond et je me mets à crier. Espèce d'idiot, vous aviez bien besoin de me chanter ça? Jamais ne me serait venue l'idée d'une pareille ânerie. Maintenant, je ne vais plus penser à autre chose. C'est exprès. Et comme j'allais sauter sur lui, le notaire s'enfuit par une porte dérobée. Que faire? Je rentre chez moi en me disant, après tout, je n'ai qu'à faire attention. Essayons d'oublier cette chanson idiote. Facile à dire. Des paroles comme celle-là ne se laissent pas oublier. Les premiers mois, bien sûr, je me tenais sur mes gardes. Et puis, au bout d'un an et demi, la maison, je la connaissais, je m'y étais habituée, elle m'était familière. Alors j'ai commencé à chanter la chanson pendant le jour, aux heures où la sorcière n'était pas là. Et puis dehors, où je ne risquais rien. Et puis je me suis mis à chanter la nuit dans la maison, mais pas entièrement. Je disais simplement sorcière, sorcière, et puis je m'arrêtais. Il me semblait alors que la porte du placard au balai se mettait à frémir. Mais comme j'en restais là, la sorcière ne pouvait rien. Alors, voyant cela, je me suis mise à en dire chaque jour un peu plus. Prends garde, puis prends garde à, puis prends garde à ton, et enfin, prends garde à ton dette. Je m'arrêtais juste à temps. Il n'y avait plus de doute. La porte frémissait, tremblait, sur le point de s'ouvrir. Ce que la sorcière devait rager à l'intérieur. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez des amis, je rentre chez moi un peu pompette sur le coup de 4 heures du matin en me chantant tout au long de la route. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Bien entendu, je ne risquais rien puisque j'étais dehors. J'arrive dans la grande rue. Sorcière, sorcière, je m'arrête devant ma porte. Prends garde à ton derrière. Je sors la clé de ma poche. Sorcière, sorcière, je ne risquais toujours rien. Je glisse la clé dans la serrure. Prends garde à ton derrière. Je tourne. J'entre, je retire la clé, je referme la porte derrière moi, je m'engage dans le couloir en direction de l'escalier. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Zut! Ça y était, cette fois je l'avais dit. Au même moment, j'entends tout près de moi une petite voix pointue, aigre, méchante. Ah, vraiment? Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière? C'était elle. La porte du placard était ouverte et elle était campée dans l'ouverture, le poing droit sur la hanche et un de mes balais dans la main gauche. Bien entendu, j'essaie de m'excuser. Oh, je vous demande pardon, madame. C'est un moment de distraction. J'avais oublié que, enfin, je veux dire, j'ai chanté ça sans y penser. Elle ricane doucement. Sans y penser? Menteur, depuis 2 ans tu ne penses qu'à ça. Tu te moquais bien de moi, n'est-ce pas, lorsque tu t'arrêtais au dernier mot, à la dernière syllabe. Mais moi, je me disais, patience, mon mignon, un jour tu la cracheras, ta petite chanson d'un bout à l'autre, et ce jour-là, ce sera mon tour de m'amuser.
Eh bien, voilà, c'est arrivé. Moi, je tombe à genoux et je me mets à supplier. Pitié, madame, ne me faites pas de mal, je n'ai pas voulu vous offenser, j'aime beaucoup les sorcières. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma pauvre mère elle-même était sorcière. Si elle n'était pas morte, elle pourrait vous le dire. Et puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui Noël. Le petit Jésus est né cette nuit. Vous ne pouvez pas me faire disparaître un jour pareil. La sorcière me répond. Ta ta ta, je ne veux rien entendre. Mais puisque tu as la langue si bien pendue, je te propose une épreuve. Tu as 3 jours pour me demander 3 choses. 3 choses impossibles. Et si je te les donne, je t'emporte. Mais si une seule des 3, je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus. Allez, je t'écoute. Moi, pour gagner du temps, je lui réponds je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, il faut que je réfléchisse, laissez-moi la journée. C'est bon, dit-elle, je ne suis pas pressée. À ce soir. Et elle disparaît. Pendant une bonne partie de la journée, je me tâte, je me creuse, je me fouille les méninges. Et tout à coup, je me souviens que mon ami Bachir a 2 petits poissons dans un bocal et que ces 2 petits poissons, m'a-t-il dit, sont magiques. Sans perdre une seconde, je fonce rue Broca et je demande à Bachir. Tu as toujours tes 2 poissons? Oui, pourquoi? Parce que dans ma maison, il y a une sorcière, une vieille, une méchante sorcière. Ce soir, je dois lui demander quelque chose d'impossible. Sinon, elle m'emportera. Tes petits poissons pourraient peut-être me donner une idée. Oh, sûrement, dit Bachir. Je vais les chercher. Il s'en va dans l'arrière-boutique, puis il revient avec un bocal plein d'eau dans lequel nagent 2 petits poissons, l'un rouge et l'autre jaune, tachetés de noir. C'est bien vrai qu'ils ont l'air de poissons magiques. Je demande à Bachir. Maintenant, parle-leur. Ah non, répond Bachir, je ne peux pas leur parler moi-même, ils ne comprennent pas le français. Il faut un interprète. Ne t'en fais pas, moi j'en ai un. Et voilà mon Bachir qui se met à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici, parle avec mes petits poissons, et tu auras du saucisson. À peine a-t-il fini de chanter qu'une adorable souris grise arrive en trottinant sur le comptoir, s'assied sur son petit derrière à côté du bocal et pousse 3 petits cris, comme ceci. Bachir traduit. Elle dit qu'elle est prête. Raconte-lui ce qui t'est arrivé. Je me penche vers la souris et je lui raconte tout. Le notaire, la maison, les voisins, le placard, la chanson, la sorcière et l'épreuve qu'elle m'a imposée. Après m'avoir écouté en silence, la souris se retourne vers les petits poissons et leur dit dans sa langue. Et comme ça, pendant 5 minutes. Après avoir, eux aussi, écouté en silence, les poissons se regardent, se consultent, se parlent à l'oreille, et pour finir, le poisson rouge monte à la surface de l'eau et ouvre plusieurs fois la bouche avec un bruit à peine perceptible. Et ainsi de suite, pendant près d'1 minute. Quand c'est fini, la petite souris se retourne vers Bachir et recommence à pépier. Je demande à Bachir, qu'est-ce qu'elle raconte? Il me répond, ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. Je remercie Bachir. Bachir donne une pincée de daphné au petit poisson, à la souris une rondelle de saucisson, et sur ce, nous nous séparons. Dans le couloir, la sorcière m'attendait. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Sûre de moi, je réponds. Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Mais la sorcière se met à rire.
cette idée-là n'est pas de toi. Mais peu importe, les voilà. Elle fouille dans son corsage et en tire une poignée de bijoux, 2 bracelets, 3 bagues et un collier, tout ça brillant comme de l'or, étincelant comme du diamant de toutes les couleurs et mou comme de la gomme à crayon. À demain, me dit-elle, pour la deuxième demande. Et cette fois, tâche d'être un peu plus malin. Et hop, la voilà disparue. Le lendemain matin, j'emporte les bijoux chez un de mes amis qui est chimiste et je lui dis « Qu'est-ce que c'est que cette matière ?»« Fais voir, me dit-il, et il s'enferme dans son laboratoire. Au bout d'1 heure, il en ressort en me disant « Ça, c'est extraordinaire. Ils sont en caoutchouc. Je n'ai jamais vu ça. Tu permets que je les garde ?» Je lui laisse les bijoux et je retourne chez Bachir. « Les bijoux, ça ne va pas, je lui dis. La sorcière me les a donnés tout de suite. » Alors il faut recommencer, dit Bachir. Il retourne chercher le bocal, le pose sur le comptoir et se remet à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici, parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. La petite souris accourt. Je la mets au courant. Elle traduit, puis recueille la réponse et transmet à Bachir. Qu'est-ce qu'elle dit ? Et Bachir me traduit. Demande à la sorcière une branche de l'arbre à macaroni et repique-la dans ton jardin pour voir si elle pousse. Et le soir même, je dis à la sorcière, je veux une branche de l'arbre à macaroni. Cette idée-là n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Et crac, elle sort de son corsage un magnifique rameau de macaroni en fleurs, avec des branchettes en spaghettis, de longues feuilles en nouilles, des fleurs en coquillettes et même de petites graines en forme de lettres de l'alphabet. Je suis bien étonnée, mais tout de même, j'essaie de chercher la petite bête. Ce n'est pas une branche d'arbre, ça ne repousse pas. Crois-tu ? dit la sorcière. Eh bien, repique-la dans ton jardin et tu verras. Et à demain soir. Moi, je ne fais ni une ni deux. Je sors dans le jardin. Je creuse un petit trou dans une plate-bande. J'y plante la branche de macaroni. J'arrose et je vais me coucher. Le lendemain matin, je redescends. La branche est devenue énorme. C'est presque un petit arbre avec plusieurs nouvelles ramures et 2 fois plus de fleurs. Je l'emploie à 2 mains. J'essaie de l'arracher. Impossible. Je gratte la terre autour du tronc et je m'aperçois qu'il tient au sol par des centaines de petites racines en vermicelle. Cette fois, je suis désespérée. Je n'ai même plus envie de retourner chez Bachir. Je me promène dans le pays comme une âme en peine et je vois les bonnes gens se parler à l'oreille quand ils me regardent passer. Je sais ce qu'ils se disent. Pauvre petit jeune homme, regardez-le, c'est sa dernière journée, ça se voit tout de suite, la sorcière va sûrement l'emporter cette nuit. Sur le coup de midi, Bachir me téléphone. Alors, ça a marché ? Non, ça n'a pas marché, je suis perdue. Ce soir, la sorcière va m'emporter. Adieu, Bachir. Mais non, rien n'est perdu. Qu'est-ce que tu racontes ? Viens tout de suite, on va interroger les petits poissons. Pourquoi faire ? Ça ne sert à rien. Et ne rien faire, ça sert à quoi ? Je te dis de venir tout de suite. C'est honteux de se décourager comme ça. Bon, si tu veux, je viens. Et je vais chez Bachir. Quand j'arrive, tout est prêt. Le bocal aux poissons et la petite souris assise à côté. Pour la 3e fois, je raconte mon histoire. La petite souris traduit, les poissons se consultent longuement, et c'est le poisson jaune, cette fois, qui remonte à la surface, et se met à bâiller
en mesure. Pendant près d'un quart d'heure, la souris, à son tour, se retourne vers nous et fait tout un discours qui dure bien 10 minutes. Je demande à Bachir, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter? Bachir me dit, écoute bien et fais très attention car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée, car la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors, peu de choses l'une, ou bien elle ne peut pas te la donner, et en ce cas, elle est obligée de partir pour toujours, ou bien elle voudra te la montrer quand même, et pour cela, elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la et ligote-la bien fort et bien serré avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se dilater pour redevenir sorcière. Après cela, tu lui raseras les cheveux et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revient. Je demande à Bachir, « Peux-tu me vendre la ficelle ?» Bachir me vend une pelote de grosses ficelles. Je remercie et je m'en vais. Le soir venu, la sorcière est au rendez-vous. « Alors, mignon, c'est maintenant que je t'emporte? Qu'est-ce que tu vas me demander à présent ?» Moi, je m'assure que la ficelle est bien déroulée dans ma poche et je réponds « Donne-moi la grenouille à cheveux. » Cette fois, la sorcière ne rit plus. Elle pousse un cri de rage. « Hein? Quoi? Cette idée-là n'est pas de toi. Demande-moi autre chose. » Mais je tiens bon. Et pourquoi autre chose? Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu ne peux pas me donner la grenouille à cheveux? Je peux, mais ce n'est pas de jeu. Alors, tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. En ce cas, retire-toi. Je suis ici, chez moi. À ce moment, la sorcière se met à hurler. Ah, c'est comme ça. Eh bien la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Et je la vois qui se ratatine, qui rapetisse, qui rabougrit, qui se dégonfle et se défait comme si elle fondait tant et si bien que 5 minutes après je n'ai plus devant moi qu'une grosse grenouille verte avec plein de cheveux sur la tête qui se traîne sur le parquet en criant comme si elle avait le hoquet. Aussitôt, je saute sur elle, je la plaque sur le sol, je tire la ficelle de ma poche et je te la prends, je te la ligote et je te la saucissonne. Elle se tortille, elle étouffe, presque, elle essaie de se regonfler, mais la ficelle est trop serrée. Elle me regarde avec des yeux furieux, en hoquetant comme elle peut. Moi, sans perdre de temps, je l'emporte dans la salle de bain, je la savonne, je la rase, après quoi je la détache et je la laisse passer la nuit dans la baignoire, avec un peu d'eau dans le fond. Le lendemain, je la porte à Bachir dans un bocal avec une petite échelle pour qu'elle serve de baromètre. Bachir me remercie et place le nouveau bocal sur une étagère à côté de celui des poissons. Depuis ce temps-là, les 2 poissons et la grenouille n'arrêtent pas de se parler. La grenouille dit « Quoi, quoi, quoi ?» et les poissons. Et cela peut durer des journées entières. Un beau jour, j'ai demandé à Bachir « Et si tu appelais ta souris qu'on sache un peu ce qui se raconte ?»« Si tu veux, » a dit Bachir, et il s'est remis à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici. Quand la souris est venue, Bachir lui a demandé d'écouter et de traduire. Mais la souris, cette fois, a refusé tout net.
Pourquoi ai-je demandé. Et Bachir a répondu parce que ce ne sont que des gros mots. Voilà l'histoire de la sorcière. Et maintenant, quand vous viendrez me rendre visite, soit de jour, soit de nuit, dans la petite maison que j'ai achetée, vous pourrez chanter tout à votre aise. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Je vous garantis qu'il n'arrivera rien.